La Terre. En quelques millénaires à peine, nous avons appris à y vivre, puis à l'apprivoiser, pour finalement la dominer. Désormais, nous sommes devenus si puissants que nos activités la transforment en profondeur. Ce qu'on fait sur la planète, c'est absolument inouï à l'échelle de temps quasiment illimité. Mais sommes-nous assez responsables pour maîtriser ce pouvoir ? Aujourd'hui, cette domination a des conséquences dramatiques. Nous modifions l'ensemble du système terrestre, provoquant du même coup un changement climatique majeur. Des dizaines de milliers d'espèces sont menacées d'extinction. Et à terme, l'homme pourrait être lui aussi sur la liste. Et pourtant, nous restons sourds à toutes les alertes, comme si le péril climatique n'était qu'un mirage. L'une des grandes questions est de savoir pourquoi les sociétés humaines n'agissent pas plus rapidement pour contrer certains des changements négatifs que nous faisons subir à la Terre, comme le changement climatique. Par le passé, d'autres sociétés ont affronté de grands bouleversements du climat. Certaines ont trouvé des solutions, d'autres ont disparu. Leurs histoires ont beaucoup à nous apprendre. Car aujourd'hui, le défi que nous devons relever est le même, celui de l'adaptation. Jusqu'où le changement climatique va-t-il nous pousser à remettre en cause notre modèle, celui qui nous a rendus si puissants ? Quelles que soient les solutions, toutes impliqueront d'avoir du courage politique, car elles vont impliquer le changement. Depuis quelques années, partout dans le monde, des initiatives émergent. États, multinationales ou citoyens, les différentes composantes de notre société cherchent des réponses et amorcent un changement. Regardons ces civilisations du passé, scrutons notre présent et voyons quel chemin pourrait nous amener vers un futur plus serein. Un avenir où nous pourrions vivre sur une planète préservée. Depuis 200 ans, pour alimenter notre développement, nous puisons dans la Terre sans compter, comme si ses ressources étaient infinies. À présent, chaque année, nous consommons l'équivalent d'une planète et demie, comme si la nature était une vaste banque qui nous faisait crédit. Car notre désir de réussite est sans limite. Ne plus avoir faim, repousser la mort, parcourir de vastes distances en un temps record. Nous avons toujours voulu dépasser nos limites naturelles. Et au fil du temps, nous avons réussi grâce aux ressources extraites de la Terre. Aux États-Unis, Phoenix, capitale de l'Arizona, est une parfaite illustration de ce développement à crédit. C'est une ville moderne comme il en existe tant. Seul détail, elle est posée en plein désert. En 1950, elle compte à peine plus de 100 000 habitants. Puis arrive la climatisation. Avec l'électricité fournie par les centrales à charbon, vivre sous un soleil de plomb devient possible. En 60 ans, la population de Phoenix est multipliée par 13. Elle est aujourd'hui la 6e ville des États-Unis avec plus de 1 500 000 habitants. Comme beaucoup d'autres, Thomas Basso s'y est installé il y a plus de 20 ans. Malgré le climat aride, il peut s'adonner à son hobby préféré tout au long de l'année, le golf. 184 terrains ont en effet poussé en plein désert, comme si c'était naturel.
Avant, je vivais à Saint-Louis dans le Missouri. Chaque hiver, je devais ranger mes clubs de golf. Je ne pouvais plus jouer. En tant que conseiller financier, j'avais beaucoup de clients dans la région. Un jour, je me suis dit, pourquoi pas vivre là où se trouvent mes clients et profiter du style de vie qu'on trouve dans le désert? Ce qui est vraiment bien à Phoenix, c'est que vous pouvez vous lever le matin et profiter presque toute l'année de jours comme aujourd'hui. Nous sommes en avril et il fait dans les 20-21 degrés. Vous pouvez sortir, profiter d'un beau parcours de golf avec une légère brise et faire le plein de vitamine D grâce au soleil. C'est un mode de vie actif et vraiment sain. J'ai beaucoup voyagé et je me vois vraiment pas habiter ailleurs. Toutefois, derrière les idylliques terrains de golf et leur gazon d'un vert impeccable toute l'année, se cache une autre réalité. En Arizona, chaque habitant consomme en moyenne 600 litres d'eau par jour. L'une des plus grosses consommations de tous les États-Unis. C'est le prix à payer pour vivre en plein désert, surtout avec une agriculture en pleine expansion. Grâce aux températures clémentes et à l'ensoleillement, les récoltes sont nombreuses et fournies. Seul détail, il faut de l'eau, et parfois beaucoup d'eau. Le coton fait partie des cultures les plus répandues en Arizona, sauf que c'est l'une des plantes les plus gourmandes en eau, une denrée plutôt rare en plein désert. Alors, pour accompagner le développement de l'agriculture et des villes, il a fallu aller la chercher ailleurs. Le plus grand et le plus coûteux système d'irrigation du pays a vu le jour il y a 20 ans. 541 km de canaux puisent directement l'eau dans le fleuve Colorado. Mais les réserves ne sont pas infinies. Désormais, le Colorado et les nappes phréatiques alentours se vident rapidement et peinent à se remplir. Phoenix est aujourd'hui menacée par une violente sécheresse, la plus importante depuis 1000 ans. La pénurie d'eau pourrait toucher directement les habitants de la métropole au plus tard dans 10 ans, attaquant sérieusement la douceur de vivre qui semble y régner. Mais pas de quoi s'affoler, 10 ans, c'est encore loin. Nous saurons réagir à temps. Nos réussites jusqu'ici en sont la preuve. Il faut attendre d'être confronté aux problèmes. Et là, l'humanité saura être très innovante. Elle résoudra les problèmes. Ici, nous sommes en Arizona. Nous sommes juste à côté de la Californie qui est au bord du Pacifique. L'océan contient bien plus d'eau que tout ce que l'humanité pourra utiliser. Mais cette eau est salée. Si vous y mettez le prix, vous pouvez la désaliniser et obtenir de l'eau potable. Si nous acceptons de payer pour recevoir cette eau ici et de payer pour la désalinisation, alors nous pourrons continuer à vivre ici. Sinon, nous devrons choisir de vivre ailleurs. La solution semble simple. Dessaler l'eau de mer ou bien déplacer une ville comme Phoenix. Voilà un nouvel exploit à accomplir. Le défi est tentant, mais la réalité est différente. Et si notre mode de vie gourmand en énergie n'était tout simplement pas adapté à un milieu comme le désert? Phoenix est un symbole de notre modèle de développement. Grâce à la puissance des énergies fossiles, charbon, pétrole ou gaz, nous sommes convaincus de pouvoir trouver des solutions à tout le temps, sans jamais nous inquiéter des ressources naturelles nécessaires. Pourquoi voyons-nous toujours nos réussites et trop rarement leurs dramatiques conséquences ? Nous n'utilisons pas les énergies fossiles parce que nous sommes stupides ou parce que nous voulons détruire l'environnement sans avoir conscience de ce que nous faisons. Nous utilisons les combustibles fossiles parce que ces énergies ont changé nos modes de vie et que nous ne voulons pas y renoncer. Nous aimons voyager. Nous aimons l'idée que nous pouvons réaliser tant de choses si facilement. Ce sont les énergies fossiles qui ont rendu tout cela possible. La vraie question n'est pas de savoir comment nous allons accepter d'abandonner tout cela, mais plutôt comment allons-nous changer nos sociétés, notre système énergétique, pour que nous puissions vivre sur Terre sans changer le climat. Je pense que c'est possible. Mais en réalité, la raison pour laquelle c'est si dur de faire autrement, c'est parce que nous aimons la manière dont nous avons changé notre planète. Quand le changement devient nécessaire,
Il n'est pas simple d'affronter la peur de perdre son confort de vie. Nous ne sommes pas les premiers à nous trouver dans une telle impasse. L'histoire de Phoenix rappelle étrangement un épisode de la conquête viking. Lorsque les Vikings arrivent au Groenland, il y a plus de 1000 ans, le climat est plutôt doux. Ces colons veulent croire à la promesse d'un pays vert. Sur cette enclave de pâturage, perdue au sud de l'île de glace, ils importent un modèle de société qui leur a permis de régner sur tout le nord de l'Europe. Rapidement, un intense commerce se met en place entre l'Europe et le Groenland. Pendant 200 ans, ces nouvelles colonies connaissent une belle phase de croissance. Cependant, le Groenland reste une terre extrême. Alors, pour s'adapter, les Vikings se concentrent sur l'élevage des moutons, plus résistants à l'année. Mais, entre le XIIIe et le XIVe siècle, le climat change radicalement. Les glaces bloquent les bateaux. Les ravitaillements se font de plus en plus rares. Progressivement, ces éleveurs tentent de devenir des chasseurs. Mais rien n'y fait. Agriculture, commerce, religion, inadaptés à un tel environnement, les fondements de la société viking tombent un à un. Dès qu'ils le peuvent, nombreux sont les habitants qui embarquent pour fuir. Ceux qui restent essaient de s'approprier le mode de vie des Inuits, parfaitement adapté à ce royaume de glace. Mais il est impossible pour les Vikings de changer à ce point leur culture. Leurs croyances, leur mode de vie, leurs activités sont beaucoup trop éloignées de celles des Inuits. Les Vikings disparaissent donc totalement du Groenland à la fin du XVe siècle. Les Inuits, eux, peuplent aujourd'hui encore l'île Blanche. Les habitants de Phoenix seront-ils obligés d'abandonner un jour le désert comme les Vikings ont dû quitter le Groenland ? Et plus globalement, où irons-nous si notre modèle n'est pas adapté aux ressources disponibles sur cette terre ? Dans l'immédiat, personne ne se pose sérieusement la question. Bien au contraire, les aberrations écologiques se succèdent avec toujours plus de gigantisme. Ces folies environnementales sont l'aboutissement d'un long combat. Sans cesse, l'homme a cherché à se libérer des contraintes naturelles. Aujourd'hui, nos activités ont fait de nous la force la plus puissante de la planète. Nous la modifions en profondeur. Pour la première fois depuis plus de 12 000 ans, nous pourrions même avoir changé d'époque géologique. L'Anthropocène, voilà le nom de cette nouvelle ère. Littéralement, l'ère de l'homme. Le dernier acte d'une lutte qui s'est intensifiée violemment il y a 200 ans. Au début du XIXe siècle, émerge l'idée que l'homme lutte contre la nature et que c'est à travers cette lutte qu'il gagne sa liberté. Émerge aussi l'idée que pour résoudre les questions politiques, résoudre la question sociale, le paupérisme, il faut produire plus, il faut faire croître l'économie et que c'est à travers la croissance et donc la maîtrise de la nature qu'on résoudra la question sociale, qu'on arrivera enfin à clore l'ère révolutionnaire. Pour sortir de la pauvreté et gagner sa liberté, l'homme devrait donc asservir la nature. Avec le charbon, la nature nous fait même un cadeau. Enfoui sous la terre depuis des millénaires, il devient le premier combustible de cette révolution. La locomotive d'une extraordinaire frénésie industrielle. Partout en Europe, les usines poussent comme des champignons. En Angleterre, Manchester devient la capitale mondiale du coton. Au milieu du XIXe siècle, la ville, ceinturée par 500 manufactures, est plongée dans le brouillard polluant de ses hauts fourneaux. C'est le prix de la modernité. Pourtant, dès l'origine, certains ne semblent pas prêts à le payer. En France, en Angleterre, autour de Paris, autour de Manchester, on a des centaines de pétitions de riverains qui se plaignent de l'implantation des usines les plus polluantes. En disant, ces usines transforment les environnements et donc vont créer des épidémies, voire même la dégénérescence de la population.
La chose intéressante, c'est de voir comment ce conflit a été résorbé. En France, cela passe par une doctrine médicale nouvelle qu'on appelle l'hygiénisme, qui consiste à dire que finalement ce qui est déterminant dans la santé des populations, ce n'est pas les environnements, mais la richesse, la prospérité. L'argument continue en disant, en faisant de la croissance économique, en s'industrialisant, on crée une population plus prospère et donc à terme un peuple en meilleure santé. Cette théorie sociale de la santé donne un argument extrêmement puissant à l'administration française qui est en train d'autoriser en masse des usines. Si la richesse c'est la santé et que les usines sont la richesse, alors il faut protéger les usines. En 1810, un texte fondateur voit le jour en France. C'est un décret qui définit les critères environnementaux à respecter avant d'ouvrir une usine. Une fois l'autorisation obtenue, son activité est protégée. Adieu risque de fermeture. En cas de pollution ou de nuisance, il ne reste qu'un seul recours pour les habitants alentours, réclamer d'hypothétiques compensations financières. Ce décret de 1810, qu'on pourrait qualifier en fait de droit à polluer, a une influence internationale pour une simple et bonne raison qu'à cette époque, l'Empire napoléonien est à son apogée et influence le droit dans les pays conquis. Dès les débuts de la révolution industrielle, la question des dégâts environnementaux était connue. Détruire la nature alentour devient simplement une dépense nécessaire, listée aux côtés d'autres frais dans les bilans comptables. Textile, chimie, sidérurgie, en moins de 100 ans, de nouvelles industries se développent. L'usage du charbon se mondialise. Partout, il décuple la puissance des machines. Aux États-Unis, le taylorisme optimise cette nouvelle énergie providentielle. La production de masse voit le jour, et avec elle, la consommation de masse. Un autre pilier historique de l'Anthropocène, c'est le développement de la société de consommation. On pourrait dire que celle-ci apparaît dès la fin du 19e siècle aux États-Unis, où l'on voit apparaître la marque. C'est aussi le moment d'apparition du crédit à la consommation, qui joue un rôle central dans le début de l'Anthropocène quand on y réfléchit, pour une simple et bonne raison que l'automobile a pu se développer grâce au crédit à la consommation. Aux États-Unis, dans les années 1920, la moitié des foyers sont déjà équipés d'automobiles, ce qui est beaucoup plus précoce qu'en Europe. Les 2/3 de ces automobiles aux États-Unis ont été achetés par un crédit à la consommation. Une nouvelle ère s'ouvre alors, symbolisée par l'American Way of Life, dont nous rêvons tous. Designed for the whole family to enjoy. Cette ère est le fruit de nombreux choix énergétiques portés par des intérêts industriels et les désirs des consommateurs. Prenons le cas des tramways. Dans les années 1930, ils disparaissent des grandes villes américaines. C'était pourtant de loin le transport collectif le plus répandu et le moins polluant. Mais au fil des années, les voitures individuelles ont envahi les rues sous la pression des grands constructeurs automobiles. Progressivement, ces géants ont racheté les sociétés de tramway affaiblies pour finalement les supprimer et les remplacer par des bus. En 1933, le président Roosevelt impose un système électrique centralisé aux États-Unis. Or, ce système nécessite l'installation de centrales à charbon pour alimenter le réseau. Pourtant, à la même époque, 6 millions d'éoliennes peuplaient le Midwest américain. Elles avaient d'abord servi à pomper l'eau pour l'agriculture et ces éoliennes commençaient tout juste à produire de l'électricité. Pourtant, les impacts des pollutions sur le climat étaient déjà documentés. Dès la moitié du 19e siècle, des scientifiques préviennent que nos activités risquent de modifier en profondeur le climat de la Terre. En 1896, le chimiste suédois Arrhenius, futur prix Nobel de chimie, conforte même cette thèse par ses calculs. Arrhenius, à la fin du 19e siècle, est le premier à calculer ce qu'un doublement de la quantité de CO2 dans l'atmosphère ferait sur le climat en termes de température. L'émergence d'une conscience écologique est donc bien plus ancienne qu'on ne le croit. Alors pourquoi ces alertes comme celles d'aujourd'hui n'ont-elles pas entraîné de changements profonds dans notre modèle de développement ? Peut-être parce qu'en nous dissociant de la nature, nous avons créé la plus puissante des sociétés humaines. Mais la puissance peut être la pire des illusions, le talon d'Achille d'une société. Avant nous, les Mayas en ont fait la terrible expérience.
L'an 400 en Amérique centrale. Depuis quelque temps, le climat est très favorable sur le territoire maya. Comme nous, aujourd'hui, cette civilisation est alors la plus puissante de son continent. Elle maîtrise l'écriture et dispose de son propre calendrier. Chaque cité-État a son roi. Et la croyance veut que ses prières appellent la pluie. De génération en génération, la population augmente. La société maya devient plus complexe. Elle se structure autour de classes sociales marquées, de plus en plus nombreuses. Mais l'unité n'existe pas. Chaque cité convoite les ressources de l'autre et les conflits sont nombreux. À son apogée, la société maya compte 70 cités-États, en concurrence permanente. Jusqu'au jour où les dieux n'entendent plus les appels des rois. Progressivement, le climat change, les pluies se font plus rares, les cultures sont moins productives. La nourriture vient à manquer pour une population qui n'a jamais cessé d'augmenter. Une sécheresse s'installe, la plus violente des 7000 dernières années. Mais rien ne change au cœur de la puissante société maya. Modifier un seul rouage mettrait tout l'édifice en péril. Impossible de la modifier rapidement en profondeur. Alors face à des ressources de plus en plus rares, les guerres se multiplient. Et les rois s'en remettent une nouvelle fois aux dieux. Jusqu'à sacrifier des âmes captives qui pourraient peut-être les adoucir. Mais rien n'y fait. Dans les cités-États, la révolte gronde. Une centaine d'années seulement après son apogée, la société maya classique finit par s'effondrer. Leurs temples sont nos gratte-ciel d'aujourd'hui. Ils y invoquaient les dieux pour adoucir le climat, nous invoquons la technologie pour sortir de l'impasse climatique. Et leur complexité, c'est la nôtre. Comment mettre d'accord 200 pays qui composent actuellement le globe, là où 70 petites cités ont échoué? Voilà le défi que nous tentons de relever aujourd'hui. Depuis 1992, les dirigeants mondiaux se réunissent tous les ans pour chercher des solutions à la crise climatique. Ces rassemblements portent le nom de COP, ou Conférence des parties. Le début des années 90, c'est la chute du mur de Berlin, c'est la fin de la confrontation de blocs. Et donc, c'est l'espoir de voir émerger un monde où on pourrait résoudre des problèmes globaux par la coopération de tous les pays. Rapidement, ces grands rendez-vous internationaux deviennent une vitrine de bonnes intentions. Mais derrière la vitrine, les négociations piétinent. Plus de 40 ans après le premier sommet de la Terre, nos émissions mondiales de CO2 continuent de battre des records. Il y a bien eu des tentatives de solutions globales, comme le protocole de Kyoto en 1997 qui visait à limiter les émissions de gaz à effet de serre. Mais la vague d'espoir des années 90 semble bien s'être évanouie. Reste un dialogue complexe et tendu, quand il n'est pas tout bonnement impossible. Au final, les avancées sont minimes. Pire encore, certains pays font même marche arrière. En 2012, le Canada quitte le protocole de Kyoto, sans craindre la moindre sanction. Il peut ainsi exploiter librement le colossal gisement de sable bitumineux dont il dispose en Alberta. 168 milliards de barils enfouis sous terre. La 3e réserve mondiale de pétrole. Une catastrophe écologique. Ce choix politique et industriel radical fixe clairement les priorités du pays. Notre bonne vieille croissance économique passe avant la question environnementale.
Tous les changements nécessitent du courage. Même si le changement peut s'avérer positif sur le long terme, beaucoup de gens en ont peur. Pendant plus de 20 ans, il y a eu une campagne organisée aux États-Unis pour convaincre le peuple américain que le changement climatique n'était pas vraiment en train d'arriver et qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter à ce sujet ou de changer quoi que ce soit. Cette histoire séduit beaucoup de monde parce que nous préférons croire que tout va bien, nous préférons ne pas changer, ne pas avoir de problème. À cause de la désinformation, nous avons perdu beaucoup de temps alors que nous aurions pu travailler sur des solutions. Maintenant, le problème a empiré, il va être plus dur à régler. Et en plus, nous avons étendu cette pathologie à d'autres régions. Le terrain est miné, les intérêts semblent trop divergents. D'un côté, nous devons nous adapter à un changement climatique majeur, de l'autre, à l'origine de ce changement, il y a le confort de nos sociétés modernes, si dur à abandonner. Les Vikings, prisonniers de leur mode de vie, n'ont pas su s'adapter à l'arrivée d'une ère glaciaire. Les Mayas, piégés dans une société trop complexe, n'ont pas réussi à rassembler des intérêts trop divergents lorsque le climat a changé. Quant à nous, persistant dans un modèle inadapté à notre environnement et coincés dans une société devenue trop complexe, nous cumulons les deux. Alors, comment éviter l'effondrement ? Qu'est-ce qui fait bouger un individu humain? Qu'est-ce qui fait bouger un homme? C'est en général quand il est confronté à un danger immédiat, un danger qu'il voit, un danger qu'on ne peut pas discuter. Imaginez le chasseur-cueilleur, s'il voit le mammouth débouler sur lui, il dégage. Si on lui dit « Mon vieux, dans 20 ans, tu as un mammouth qui va débouler », il n'en a rien à faire. Même si on lui dit « Le mammouth est à 10 km, il ne bougera pas ». Et on ne veut pas comprendre qu'il n'y a pas que la finitude du système Terre, le fait qu'on ne peut pas accumuler autant de gaz à effet de serre qu'on veut, on a aussi une finitude dans nos têtes. On a des réflexes, des moyens de réagir, on n'arrive pas à aller au-delà. Est-ce que pour changer, nous devrions attendre d'y être contraints par celles et ceux qui nous dirigent ? Au Japon, la voie de la contrainte fut choisie pour sortir le pays d'une crise écologique majeure. 1657, un gigantesque incendie ravage Edo, la capitale. 100 000 personnes périssent. La reconstruction prendra 2 ans. Les besoins en bois sont immenses, sauf que le bois est devenu une denrée rare car à cette époque, la déforestation menace. Pourtant, depuis quelques décennies, le pays traverse une période de paix et de prospérité. En un siècle, la population a doublé. Des forêts sont rasées pour rendre plus de terres cultivables. Dans les villes en pleine expansion, le bois est utilisé partout. Puis, progressivement, des forêts jusqu'à la préserver sont convoitées. Et comme peu de règles encadrent l'exploitation du bois, la déforestation finit par toucher tout le pays. Les premiers effets ne tardent pas à se faire sentir. Les terres déboisées s'affaissent. Dans les champs, les systèmes d'irrigation sont fragilisés. Les rendements agricoles diminuent, des famines éclatent. Le pays est au bord du gouffre. Le shogun, pouvoir central et militaire, ainsi que les daimyo, les seigneurs locaux, décident d'agir. Des terres déboisées sont ceinturées de clôtures. Pour couper du bois ou faire paître du bétail, des autorisations sont désormais obligatoires. Confrontés au danger, les villageois eux-mêmes veillent à l'application de ces nouvelles règles. Le transport du bois est lui aussi placé sous contrôle. Des lois déterminent qui peut utiliser les tronçons de bois et dans quel but. Ceux qui ne respectent pas ces lois sont punis.
Parallèlement, pour maintenir ou améliorer leur niveau de vie, les familles font moins d'enfants. Avortements et infanticides se multiplient. À côté de ces règles contraignantes, le pouvoir et les communautés villageoises prennent des mesures pour reboiser les forêts. Mais là encore, l'usage est strictement contrôlé. Dans les habitations, les outils de cuisson et de chauffage deviennent plus économes. Les techniques de construction ont elles aussi été adaptées. En imposant des règles strictes acceptées par la population, le Japon sort finalement de la déforestation et évite ainsi l'effondrement. La contrainte imposée par un pouvoir autoritaire serait-elle notre seul horizon? On parle souvent de risques d'écofascisme, etc. Je ne dis pas que c'est impossible, parce qu'effectivement, dans l'histoire, c'est souvent des régimes autoritaires qui ont réussi à mieux se confronter à des dangers immédiats. Mais pourquoi voulez-vous que les dictateurs soient plus vertueux que les gens? Les dictateurs, ils ont le même mode de raisonnement que tout un chacun. Ils ne vont pas se mettre dans la difficulté avant qu'on prenne le mur en pleine figure. Et donc, comme on ne viendra sur des mesures autoritaires que lorsqu'on aura le mur en pleine figure, on peut imaginer que les citoyens vont changer. Donc je ne suis pas sûr que le jour où on aura vraiment le mur dans la figure, qu'on s'éloigne de la démocratie. Simplement, là, on sera tous convaincus qu'il faut changer. Parce que le danger, on pourra le toucher. Et donc là, peut-être qu'au contraire, le régime démocratique sera le régime le plus fort et le plus vigoureux, appuyé sur cette conviction commune pour changer ensemble d'une manière juste. Le changement climatique est là, et nous en connaissons les grandes causes. Aujourd'hui, loin des solutions extrêmes et du repli sur soi, d'autres réponses émergent. Nombreux sont celles et ceux qui affrontent ce défi complexe. Cette crise environnementale nous force à regarder la nature qui nous entoure. Mais au fond, elle nous invite surtout à nous regarder nous-mêmes et à questionner la façon dont nous vivons ensemble. Il ne faut pas se focaliser exclusivement sur l'environnement, car il est dépendant de notre société. Si nous voulons vivre dans un environnement meilleur, nous devons donc penser à la structure de nos sociétés. Pouvons-nous, en tant que société globalisée, penser sur le long terme? Sommes-nous en mesure de comprendre que tout ce que nous faisons va déterminer le futur de la nature et de nos sociétés? Pouvons-nous vivre comme cela? États, multinationales, citoyens, la question environnementale se pose à tous les étages de la société. Aujourd'hui, des changements sont déjà à l'œuvre, mais il n'est pas simple de les mettre en place dans un système si complexe. La Chine est le symbole de ce paradoxe. 230 ans après l'invention de la machine à vapeur en Angleterre, c'est dans cet immense pays que se concentrent désormais les plus grandes activités industrielles de la planète. La Chine a connu une croissance exponentielle pendant presque 20 ans. Toute la première décennie des années 2000, elle a connu une croissance à 2 chiffres, ce qui est inédit dans l'histoire. Et elle a dépassé les États-Unis comme premier émetteur mondial en 2006-2007. Premier pollueur au monde, la Chine est montrée du doigt. Le coupable parfait. Sauf qu'en matière de calcul, tout est une question de point de vue. Et si la Chine, première puissance économique mondiale, polluait en fait pour toute la planète? D'une certaine manière, la situation de la Chine a quelque chose à voir, par exemple, avec la situation de Manchester au XIXe siècle, quand Manchester était l'atelier du monde en ce qui concerne l'industrie textile. La Chine, en quelque sorte, est devenue l'industrie du monde et les efforts d'efficacité énergétique en Europe, dont on se gargarise, sont en fait très fortement liés à la délocalisation des industries les plus énergivores et les plus polluantes en Chine.
Si une entreprise produit un objet en Chine qui est ensuite exporté en France, qui est réellement responsable des émissions de gaz à effet de serre de cet objet? Nous montrons la Chine du doigt, mais les biens et les services sont en fait consommés par les Occidentaux. Si vous calculez les émissions que représente une machine, non pas par rapport à la personne qui l'a construit, mais par rapport à celle qui l'utilise, les émissions chinoises tombent à un niveau très très bas. En Chine, la croissance fulgurante s'est faite au mépris de l'environnement et de la santé de la population, comme ailleurs en Europe quelques siècles plus tôt. Alors face au danger, Pékin amorce un virage vert. La Chine est devenue le pays qui investit le plus dans le secteur des renouvelables. Mais ces investissements alimentent aussi une bataille commerciale planétaire pour le contrôle de ces nouveaux marchés. Et Pékin compte bien conserver sa place de leader, quitte à engloutir des millions de tonnes de charbon pour être le premier constructeur mondial de panneaux solaires. Entre lutte contre la pollution et compétition économique acharnée, peut-on opérer une transition énergétique radicale ? Historiquement, il n'y a jamais eu de transition énergétique. L'histoire de l'énergie, c'est l'histoire des additions successives de différentes sources énergétiques. On ne passe pas du bois au charbon, puis du charbon au pétrole. On passe à un système sur le bois, un système fondé sur le charbon et le bois, puis un système fondé sur le charbon, le bois et le pétrole. Donc la notion de transition énergétique, elle a ça de dangereux, qu'elle donne l'impression qu'il s'agit d'une évolution naturelle de l'histoire des systèmes énergétiques, alors qu'il s'agit de quelque chose d'absolument inouï dans l'histoire. Faire une véritable transition énergétique, c'est quelque chose de jamais vu. Les grandes puissances mondiales, qu'elles soient politiques ou industrielles, sont comme un immense paquebot trop lourd à manœuvrer. Le virage risque de prendre du temps. Pour répondre à cette inertie, des citoyens ont décidé de se mobiliser pour aller plus vite et inventer ensemble un nouveau modèle de société. À travers le monde, nous voyons émerger des réponses à la crise climatique. Une révolution silencieuse est en cours. Elle est initiée par des citoyens qui réalisent que ce qui doit être fait est trop important pour être confié au seul gouvernement, au monde des affaires. C'est une incroyable floraison de créativité, entreprise par des communautés qui avancent ensemble et représentent l'un des éléments clés de la réponse globale au changement climatique. Et c'est vraiment palpitant de voir ce mouvement et d'y participer. Pour changer le système, pourquoi ne pas s'appuyer sur les mécanismes qui le composent? Comme la finance, par exemple. Avec le changement climatique, la question de la préservation de l'environnement attise de nombreux appétits. Ce qui est rare est cher. Alors des financiers spéculent déjà sur la disparition d'espèces animales ou la préservation de certaines plantes. Mais d'autres citoyens veulent faire autrement, mettre ces mécanismes à profit pour préserver la nature, cesser de la voir comme une simple réserve dans laquelle nous pourrions piocher librement. Cette philosophie anime Harry Assenmacher depuis plus de 20 ans. En 1995, alors qu'il dirige une importante ONG environnementale, il crée Forest Finance, une entreprise qui vend des produits d'épargne basés sur les ressources forestières. Mon expérience de ces 40 dernières années me montre que la charité ne permet de sauver ni les forêts, ni le monde. Il faut introduire de nouveaux systèmes économiques. Ce n'est pas seulement une nouvelle façon de faire de la finance, mais un ensemble de pratiques industrielles qui prennent en compte la richesse de la nature. Depuis des millénaires, les forêts rendent beaucoup de services aux hommes, mais nous n'avions rien à payer pour ça. La forêt est là et si j'ai besoin de quelque chose, je peux aller le prendre. Mais maintenant que les forêts sont en train de rétrécir, la question de payer pour les services qu'elles nous offrent devient centrale. Les clients de Forest Finance investissent dans des parcelles boisées au Panama, en Colombie, au Pérou ou au Vietnam. Et dans le même temps, ce capital sert aussi à reboiser des terres fragilisées par l'agriculture intensive. À terme, une partie de ce bois est revendue pour assurer une plus-value à l'investisseur. Mais la rentabilité n'est pas immédiate.
C'est la condition pour associer profit et préservation de la nature. Dans la société actuelle où le profit est rapide, c'est très compliqué pour nous de devoir toujours expliquer aux gens que les bénéfices ne se verront que dans 20, 25 ans, sur une génération, et que c'est quelque chose de tout à fait normal. C'est compliqué pour nous, mais nous ne transigeons pas. Et on espère que les gens comprendront à la fin qu'il ne s'agit pas d'avoir 10% de bénéfices en à peine 3 mois, mais de générer des valeurs qui profiteront aux générations futures. Une partie du bois planté ne sera jamais coupée. Voilà l'engagement écologique de Forest Finance. Progressivement, une forêt renaît, propice à la vie animale et végétale. Harry Hassemacher a donc choisi d'affronter le défi climatique en utilisant la finance. Il espère ainsi changer notre rapport à la nature et aux ressources qu'elle nous offre, comme le bois. Les énergies fossiles font aussi partie de ces ressources que nous exploitons sans compter. D'autres citoyens ailleurs dans le monde tentent donc de changer le modèle énergétique qu'elles alimentent. Bégan, une petite ville au sud de la Bretagne. Ici, des citoyens ont réussi le pari fou de produire leur propre énergie. Je voulais installer une éolienne privée chez moi, un collègue voulait faire la même chose, on s'était aperçu que c'était compliqué et on s'est dit, quitte à faire compliqué, autant faire un projet collectif qui intéresse tout un territoire. Et ça a marché. Cette idée va créer une onde de choc. Plus d'1 millier de personnes rejoignent le mouvement. Elles donnent de l'argent en fonction de leurs revenus, puis de nouveaux investisseurs suivent. L'opération est rentable car l'électricité produite est rachetée par EDF à un prix garanti par l'État. Après plus de 10 ans de collecte, 12 millions d'euros sont réunis par les investisseurs. De quoi financer 4 éoliennes. Ce côté participatif, il est important et il est fort parce que tout le monde, les dirigeants, quelles que soient les responsabilités des uns et des autres, tout le monde est bénévole. Et chacun apporte une contribution à sa manière, à sa façon, en s'impliquant plus dans un suivi auprès des habitants, dans un suivi au niveau de l'acoustique, au niveau de la faune, de la flore, et continue dans ce projet, une fois que les machines tournent, à vivre un petit peu cette aventure et en continuant à la porter. Ces éoliennes collaboratives sont une entaille dans le modèle des grands groupes énergétiques. Ici, l'électricité est produite dans l'intérêt de la communauté et de l'environnement. Par leur action locale, les citoyens de Bégan répondent à leur manière au problème global que pose le changement climatique. Et si les plus petits rouages entraînaient les plus grands? Au-delà des communes comme Bégan, que se passe-t-il aujourd'hui dans les grandes villes? En effet, nos mégalopoles, symboles de l'Anthropocène, cette ère de l'homme, pourraient jouer un rôle majeur face aux défis climatiques. Les villes font partie de l'Anthropocène, dans le sens où elles représentent la domination de l'homme sur la nature, l'homme annihilant la nature. Elles contribuent à 80% des émissions de gaz à effet de serre et de CO2. Elles sont donc responsables d'une grande partie du changement climatique. Ce qui est intéressant à propos des villes, c'est leur taille. Cela facilite la coopération dans des secteurs comme le budget, ce que l'on appelle les budgets participatifs. C'est ce qui est en train de se passer à Paris, à New York, en Amérique latine. On trouve des citoyens qui s'engagent, qui investissent. Ils sont à l'origine de nombreuses initiatives. À un niveau local, ils peuvent travailler ensemble, coopérer avec leurs représentants et trouver des solutions communes. Les villes pourraient être le berceau de réponses rapides et directes aux questions posées par le changement climatique. C'est ce qui est en train de se passer à Barcelone. Dans cette cité en crise, polluée et polluante, un mouvement indépendant s'est mis en marche.
Aux quatre coins de la capitale catalane, de nouvelles initiatives citoyennes voient le jour. Leur berceau, les Fab Labs. Les Fab Labs sont des laboratoires collaboratifs d'un genre nouveau, des lieux qui mettent à la disposition de tous des outils de conception et de construction. Dans l'un de ces Fab Labs est ainsi né le prototype d'une maison solaire. Pour construire cette maison, il suffit d'en télécharger librement les plans sur Internet. C'est ce qu'on appelle l'open source. Une fois les plans récupérés, il n'y a plus qu'à aller dans un autre Fab Lab pour se servir des machines à disposition. Voilà comment ces Fab Labs brisent la culture fermée de la concurrence pour construire une économie basée sur l'échange et le partage. En utilisant les machines que vous trouvez dans un Fab Lab, vous pouvez designer quelque chose au Pérou, mettre en ligne ce design sur le web qui peut alors être téléchargé en Nouvelle-Zélande et reproduit en 2 heures seulement. Imaginez à quel point ça peut réduire le coût de transport de matériel d'un bout à l'autre du monde. Au lieu d'importer des marchandises, les villes peuvent simplement échanger des données de fabrication des objets. Ainsi, elles peuvent les construire chez elles. Nous pouvons donc vraiment avoir le pouvoir de produire localement, mais surtout d'échanger et de participer à un village global et à un réseau mondial. L'un des plus gros potentiels de la fabrication digitale est de réduire l'impact de l'empreinte humaine sur la planète. Je crois que les villes ont 2 possibilités d'avenir. Une ville conçue d'un point de vue positif, autosuffisante, qui produit ses propres ressources et qui est capable de prendre en main son avenir. Une ville organisée autour des quartiers, à une échelle compréhensible et accessible. Ou bien Blade Runner, des mégalopoles avec un centre riche et des périphéries très pauvres, un endroit où les gens vivent dans de mauvaises conditions et où quelques privilégiés vivent dans d'énormes tours séparées et isolées du monde. On doit donc choisir entre ces 2 modèles. Si l'on se projette dans ce futur, cela va certainement ressembler au passé. Des routes avec beaucoup moins de voitures, beaucoup plus de gens qui marchent pour se déplacer et quelques transports publics, comme à Barcelone, où nous aurons des bus électriques. Nous pourrons donc élargir les trottoirs, avoir plus d'arbres et par conséquent initier un processus de renaturation des villes. Les villes accueillent 54% de la population mondiale et jouent un rôle majeur dans le changement climatique. Comme Barcelone, d'autres mégalopoles se mettent en mouvement et peuvent apporter elles aussi des solutions concrètes en se fédérant en réseau, comme le C40, l'union des 75 plus grandes cités du monde dont Barcelone fait partie. De toutes ces bonnes volontés peut naître une dynamique plus large, à condition qu'elle soit assumée par l'ensemble de la société jusqu'à apparaître dans les textes qui fondent nos démocraties modernes. Et c'est déjà en train de se produire. En 2008, le nouveau président de l'Équateur, Rafael Correa, appelle ses concitoyens à écrire une nouvelle constitution. La population se mobilise largement. Parmi les propositions, les défenseurs de l'environnement avancent une idée qui paraît inconcevable: donner des droits à la nature. L'environnement traité à l'égal des hommes. Cette idée révolutionnaire est acceptée et gravée dans la constitution du pays. Toutefois, avec le temps, la réalité va s'avérer plus complexe. L'Équateur est un creuset exceptionnel de biodiversité. Mais le pays vit aussi largement grâce au pétrole. Un paradoxe qui va devenir criant lorsque d'immenses réserves vont être découvertes au cœur du parc Yasuni, dans l'est du pays. Que faire ? Préserver la nature ou la croissance ? En 2007, le pays propose de garder ce pétrole sous terre
Il demande à la communauté internationale une compensation financière équivalente à 50% de ce qu'il aurait touché s'il avait exploité ses réserves. En 2013, 6 ans après avoir présenté cette initiative, où le monde entier avait réagi de manière très positive à l'idée révolutionnaire de garder ses réserves à l'intérieur d'une zone extrêmement riche en biodiversité, l'Équateur prend la décision d'annuler l'initiative face au manque de moyens pour la protection du parc. L'Équateur n'a recueilli qu'une somme dérisoire. Les pétroliers peuvent forer, aux grandes dames des défenseurs de l'environnement. Mais malgré l'échec de l'initiative Yasuni, l'inscription des droits de la nature dans la constitution équatorienne est un tournant majeur. Désormais, cette idée se propage, portée par d'autres citoyens dans d'autres pays. Nous continuons de croire que les droits de la nature sont une énorme avancée, non seulement pour l'Équateur, mais pour toute l'humanité. La reconnaissance de la nature en tant qu'objet de droit est un pas que le monde entier devrait franchir. C'est le modèle lui-même qu'il faut changer pour aller vers un modèle biocentré, vers un modèle où l'on pourra comprendre que la nature est indissociable de l'être humain, car nous faisons aussi partie de la nature. En reconnaissant des droits à la nature, nous reconnaissons aussi les nôtres. Il est donc nécessaire de changer notre relation avec la nature, de changer ce modèle qui l'exploite constamment, ce que l'on vit actuellement avec le modèle capitaliste. Serons-nous capables de bouleverser à ce point un modèle qui nous a rendus si puissants? Aurons-nous cette humilité? Dans toutes les civilisations, on s'est posé la question suivante. Qu'est-ce qu'est être un homme? Qu'est-ce qu'accomplir son humanité? Aujourd'hui, le monde bruisse d'une multitude d'initiatives. Elles révèlent l'extraordinaire créativité, la solidarité dont nous sommes capables quand se présentent les difficultés. À mon avis, l'un des grands enjeux de l'Anthropocène, c'est la diversité des cultures, la diversité des peuples, la diversité des solutions qu'on pourrait envisager à nos problèmes environnementaux. Nous devons essayer plusieurs solutions. Nous devons en parler à nos amis, à nos voisins, à nos concitoyens. Et peut-être que si nous commençons par nous écouter plus attentivement les uns les autres, alors nous pourrons faire émerger une solution avec laquelle tout le monde ne sera pas forcément d'accord, mais au moins une solution intermédiaire, un ensemble de solutions auxquelles chacun de nous pourra adhérer en partie. Le défi climatique est complexe et il n'y aura pas de solution miracle. Nous avons besoin de ces réponses multiples pour soutenir un changement profond, comme autant de preuves d'une considérable volonté partagée. Je pense que l'Anthropocène nous donne une opportunité de réfléchir à la portée de ce qu'on est en train de réaliser et d'aller au-delà de l'idée que ce qui nous arrive est extérieur à nous. Nous avons des responsabilités par rapport à la planète et à l'humanité. Et au bout du compte, personne ne pourra nous sauver en dehors de nous-mêmes. Nous pouvons être les artisans de cette nouvelle ère. Et peut-être alors naîtra une autre façon d'habiter cette terre que nous avons définitivement modifiée.